Bienvenue dans cette vidéo, c'est à vous, nouvelle vidéo de vue sur le marché. Dans la précédente, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la mets en haut à droite, on avait parlé de deux graphiques à regarder pour aller vite, pour directement en un coup d'œil voir qu'est-ce qui se passe sur le marché. Je vous avais pas parlé de celui-ci, c'est vrai, qui est vous le voyez, un tableau de bord, un peu comme si on était sur une voiture, vous voyez, avec des aiguilles, quatre petits graphiques ici en dessous que vous voyez juste ici. On va parler un petit peu de ce graphique parce qu'il est aussi super intéressant et puis on ira un petit peu plus dans le détail au niveau du comportement des investisseurs, les rotations de capitaux, les prises de pertes, les prises de gains, aussi le comportement des traders, puisque c'est intéressant de regarder à court terme où est-ce que le prix va avoir tendance à être attiré. Je parle des liquidations évidemment de short et de long. J'espère que ça vous plaira. Le graphique que j'utilise, celui-là je vous le mets en description. Tous les autres c'est sur Check on Chain. Le graphique ici donc qui est un tableau de bord super intéressant parce que là bon, on peut voir qu'on est clairement dans des zones d'incertitude où c'est pas trop où on va. Vous voyez que les aiguilles sont au milieu au niveau de ces trois graphiques ici. Du sentiment des investisseurs qui veut dire qu'en fait on va regarder le MVRV. Le MVRV que vous connaissez certainement. Si pas, c'est simplement les gains et les pertes latentes. L'inverse du SOPR, le SOPR qui est les prises de gains et les prises de pertes, le MVRV c'est simplement les pertes et les gains latents. Très très intéressant de regarder que quand on est en phase d'accumulation et potentiellement sur des zones de bottom, on fait au niveau du prix des bas de plus en plus bas, hein, vu qu'on est en tendance baissière, on est dans des bear markets. Au niveau du MVRV, vous voyez que on est plus haut. Donc ce que je veux dire par là, c'est par exemple 2022, en juin, on était à 17 000, on est descendu à 15 000 en novembre, sauf qu'au niveau du MVRV, on était à 0,56 quand on était à 17 000, et on est monté ici, vous le voyez, si on se met pile au bottom à 15 000, on était à 0,78. Donc on voit que vu qu'on a une accumulation de la part des investisseurs, le prix a beau baisser, le prix moyen d'achat des investisseurs baisse aussi. Vu que les investisseurs malins, j'ai envie de dire, comprennent qu'on est dans des zones intéressantes pour acheter et donc achètent et baissent leur prix moyen d'acquisition. C'est potentiellement ce qu'on va voir ici. Peut-être que le prix va baisser et va aller en dessous de 60 000 dollars, mais le MVRV, il y a peu de chances qu'il aille aussi bas que 0,67. À voir, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. C'est un truc à surveiller, ça, parce que, bah, pareil, en fait, ça arrivait aussi en 2018. Vous voyez que le prix, quand il était à 6 000 dollars, vous voyez qu'on a été à 0,60. Le prix est descendu de 50%, hein, donc de 6 000, il est passé à 3 000, et pourtant le MVRV était un petit peu en dessous. Un petit peu au-dessus, pardon. Donc on est passé de 0,60 à 0,61, alors que le prix a fait 50% de baisse. Donc c'est quand même intéressant de noter que plus le bear market plus on va rester en fait dans des zones de prix qui sont assez basses, plus bah, il va y avoir une accumulation évidemment de la part, j'ai envie de dire, des investisseurs long terme, des gens en tout cas qui comptent conserver leur coin, un horizon plus long terme que les gens qui achètent et qui vendent rapidement. J'ai envie de dire les gens qui ne connaissent pas le Bitcoin, qui ne sont pas renseignés sur qu'est-ce que c'est et se disent juste ok c'est un truc qui peut monter en prix et on achète. Donc intéressant de surveiller ce pattern, on va voir si ça fera pareil, si on aura un bas plus bas au niveau du MVRV 0,67, parce qu'un bas plus bas que 60 000 dollars, c'est très probable. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment probable. Puisque là, comme vous le savez, on en avait parlé dans une précédente vidéo, on a eu la capitulation fort verticale, qui est la capitulation par le prix. 50% en 3 mois, c'est quand même violent. Ou un peu plus. Bref, maintenant, il nous manque une capitulation par le temps. Il faut que, bah voilà, maintenant, il faut qu'on reste dans des zones de prix qui sont dégueulasses pendant un moment pour potentiellement descendre un petit peu en dessous de 60 000 ou pas, on le verra, mais au moins que le prix ne fasse pas grand chose. Ensuite, on parle du STH SOPR, donc là on voit que bah, voilà, on est sur un niveau assez neutre puisque on est sur un comportement typique du bear market où dès que les investisseurs court terme se rapprochent de leur prix d'entrée, eh ben, ils vendent pour se délester au maximum de leur position parce qu'ils n'y croient plus et parce que c'est trop douloureux d'avoir subi des pertes aussi conséquentes. Donc bah, voilà, les plus faibles ont, j'ai envie de dire ça comme ça, les plus faibles ont vendu avec des grosses pertes et les plus résilients essayent au moins de sortir avec le moins de pertes possible. Et donc c'est pour ça que dès qu'on se retrouve dans des moments où on se rapproche de leur coût d'achat moyen, eh ben, ils sortent et ils sortent vite en limitant la casse, et j'ai envie de dire. Donc on est sur un sell the rip typique des bear market, hein, vous le voyez, quand on a beaucoup plus de rouge que de vert et qu'on se sert du niveau neutre de prise de perte et gain comme d'une résistance. Et à l'inverse, en bull run, quand on reprend une tendance haussière, eh ben là c'est l'inverse, on a beaucoup plus de vert et on se sert de cette neutralité comme d'un support. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre les outflows et les inflows. Alors ça, super intéressant, je voulais vous parler de ça aussi. Quand vous voyez que Michael Saylor achète des milliers de bitcoins et que le prix ne bouge pas, c'est un graphique intéressant à regarder parce que vous voyez qu'en fait Michael Saylor et même les ETF ne représentent pas grand-chose par rapport au marché global qui est Bitcoin, hein, qui est un marché immense qui concerne absolument le monde entier, hein. Le Bitcoin a une connexion Internet, n'importe où que tu sois sur la planète, tu peux utiliser Bitcoin, c'est ça qui est assez exceptionnel. Ça se reflète totalement dans ce graphique. L'orange est le réseau Bitcoin, le mauve est MicroStrategy, le vert
c'est les ETF. Et vous voyez que, bah, en fait, ça représente rien du tout par rapport au total du marché et du réseau Bitcoin. Alors, c'est une moyenne à 30 jours. Comme vous voyez, le 24 mars, 25 mars ici, moins 7 milliards. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 7 milliards de capital qui est sorti du réseau. Ça veut dire qu'au cours des 30 derniers jours, en prenant point de départ le 25 mars, donc du 25 février au 25 mars, il y a eu 7 milliards qui sont sortis. La plus grosse baisse qu'on a eue, c'était ici. La plus grosse baisse récente, c'était en février, hein, avec ces grosses chutes qu'on a eues dans les 60 000 dollars. On a été jusque 28 milliards de sorties de capitaux. Parce que comme vous le savez, certainement, la différence entre la realized cap et la market cap, c'est ça qu'on regarde quand on fait de l'analyse on-chain, c'est que la realized cap prend en compte l'argent total investi dans le Bitcoin. Un coin qui a été acheté à 100 000 dollars et un coin qui a été acheté à 10 000 dollars ne représentent absolument pas la même chose. On n'est pas en train de se dire un Bitcoin vaut un Bitcoin. Non, non, non. Un Bitcoin qui a été acheté à 10 000 vaut 10 000. Un Bitcoin qui a été acheté à 100 000 vaut 100 000. Et c'est comme ça qu'on en vient au fait de savoir calculer en fait les entrées et les sorties de capitaux au niveau du réseau Bitcoin. Et donc, c'est ce que représente cette courbe orange avec une moyenne à 30 jours. Ok. Donc là, si on voit par exemple en décembre, c'est le plus gros qu'on a eu, 100 milliards d'entrées de capitaux, bah, c'est vraiment 100 milliards de dollars qui sont rentrés au cours des 30 derniers jours. Pour que vous voyez qu'on est toujours sur des sorties de capitaux qui s'est vachement calmé, à voir comment ça va évoluer dans le temps. De toute manière, ce genre de vidéo, j'essaierai d'en faire au minimum une par mois, maximum deux, laisser au minimum 2 semaines entre chaque, parce que faire une vidéo toutes les semaines ou tous les 2 jours d'analyse on-chain, ça ne sert strictement à rien, parce qu'il faut laisser le marché respirer entre chaque analyse. Donc on fait pas du trading ici, on fait de l'investissement, on veut juste se rendre compte à chaque fois de où est-ce qu'on en est dans le marché. Est-ce que c'est le moment de rien faire, d'acheter, de vendre? Et c'est à ça que nous aide l'analyse on-chain et concrètement à bien dormir la nuit aussi, hein. C'est ça qui est important quand on fait de l'investissement. Voilà, c'est un petit peu ce que je vous ai montré, accumulation, distribution. Maintenant, on va parler un petit peu du comportement des investisseurs, ce qu'on a un petit peu fait avec le MVRV et le SOPR, donc les prises de gains et de pertes avec le SOPR et les gains et pertes latentes avec le MVRV. On va regarder un petit peu au niveau maintenant des prises de pertes et de gains. On voit que pour le moment, on a quand même toujours 500 millions par jour qui part du marché, vous voyez 17 mars, 25 mars, etc. Mais on se rapproche des prises de gains en fait, hein. On n'a plus une aussi grosse différence avec février où on avait 2 milliards de pertes pour 500 millions de gains, donc 4 fois plus de prises de pertes que de prises de gains en niveau dollar. Donc là, c'est le marché global, il n'y a pas de short-term holder, long-term holder, on prend vraiment tous les investisseurs Bitcoin. Bah, c'est assez logique et cohérent parce que, en fait, pourquoi les gains et les pertes se rapprochent? Bah, c'est parce qu'en fait, les investisseurs qui ont acheté ici, vous voyez, 65 000, 67 000, vendent. Cet indicateur, en fait, il nous permet de voir, donc c'est l'URPD diff, celui-là, c'est les 30 derniers jours, nous permet de voir qui sont les personnes qui achètent et vendent au cours des 30 derniers jours. Donc, super intéressant de voir qu'au cours des 30 derniers jours, on a eu 868 000 bitcoins qui ont changé de main. 100% des coins qui ont été achetés en dessous de 75 000 dollars. Évidemment, puisque le prix n'a pas été au-dessus de 75 000 dollars. Mais, hyper intéressant de noter que 60% des coins qui ont été vendus ont été achetés au-dessus de 60 000 dollars, au-dessus de 75 000 dollars. Donc, les gens qui vendent sont des gens qui capitulent. Pour revenir à ça, on se rapproche des prises de gains et de pertes, mais parce que, en fait, on a quand même 20%, même presque 30%. Donc, vous voyez, 67 000 dollars, 37, 63 000 dollars, 10, donc 27% des coins qui ont été vendus au cours des 30 derniers jours ont été achetés entre 63 000 et 67 000. En fait, là, on est vraiment dans un marché où les gens qui ont acheté 63 67 000 se disent oh, ok, on peut enfin prendre un petit peu de gain. On va prendre un petit peu de gain. Si après on a toujours plus de prise de perte que de prise de gain, mais c'est pour ça qu'on commence à se rapprocher à ce niveau-là. Maintenant, au niveau des URPD, vous voyez, alors je vais vous montrer sur mon graphique TradingView, vous allez voir, en vrai c'est compréhensible. J'ai tracé cette zone rouge qui est la Air Pocket. Air Pocket qui est représentée ici, en fait, entre 70 et 80 000. Ok, 70 et 80 000, c'est une zone qui est intéressante parce que c'est vraiment une poche d'air qu'on a au niveau de l'accumulation des bitcoins. On a très très peu de bitcoins qui ont été achetés à ces niveaux de prix. Ça a tendance à vraiment une vraie poche d'air. Alors en tout cas vers le bas, ça a été le cas, hein. Vous voyez qu'on l'a complètement on l'a complètement transpercé cette pocket que j'ai tracée en rouge sur mon graphique TradingView. J'ai hâte de voir si ça va être pareil vers le haut. En tout cas, ça a pas l'air. Vous voyez que là, on s'est cogné. Ça, c'est assez drôle. J'avais pas fait le rapprochement. On s'est cogné sur le prix d'acquisition de MicroStrategy que j'ai tracé ici en orange. Vu qu'on a été jusqu'à 75 000 dollars, presque 76. J'ai hâte de voir si on va la remplir en fait cette poche d'air ou si on va tout simplement la transpercer vers le haut. Ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai envie de voir. Alors, je vais prendre au niveau des dollars investis, hein. Ça, c'est au niveau des coins, la répartition des coins par rapport à l'axe des X qui est le prix du Bitcoin. Alors c'est intéressant, mais à un moment donné, pas incroyable de voir que 2 800 000 coins ont été achetés ont été acquis, parce que du coup même pas achetés, mais minés à 2 millions à 0 dollars, donc 2 800 000 coins.
alors que 340 000 ont été acquis à 84 000 dollars. Ce qui, en termes de proportion de Bitcoin, c'est sûr que c'est beaucoup moins, mais en termes de dollars, s'il vous plaît, 29 milliards à 84 000, et là, regardez, à zéro, ben, ça vaut zéro, et ils ont juste été minés. Il n'y a pas d'argent qui a été apporté au réseau. Donc, c'est beaucoup mieux de regarder l'URPDR que l'URPD classique, qui parle simplement de la répartition des coins. Je voulais en venir, c'est que, en général, historiquement, c'est James Check, qui est le créateur de Check on Chain, qui en parlait. Un bottom historique, une vraie zone de plancher, se forme autour des 25% dans une zone en fait, qui sert de support. On est à 25% dans une zone de support, très très pertinent et cohérent pour dire que ok, là c'est un plancher qui est solide et qui est potentiellement the bottom. La zone qu'on regarde ici, donc c'est 53 000, vous voyez le petit pic ici, hein, on considère qu'après on n'est plus trop dans une autre zone en fait tout simplement. Donc 53 000 et on va prendre jusqu'ici 71 000. 29% vous voyez à 71 000, 10% à 53 000, ce qui fait donc 29 moins 10, 19%. On est pour le moment sur une zone, donc 53-71, de 19%. Quand cette zone, c'est pour ça qu'il faut, l'idéal, ça serait qu'on reste encore dans cette zone quelques mois, quand cette zone représentera 25% des dollars investis dans le réseau, on pourra potentiellement dire, ok, là, la zone 53-73, on va dire, donc 53-73, est un plancher qui est cohérent pour pouvoir enfin partir, ou du moins un plancher qui va être solide et très difficile à transpercer. Maintenant voilà, on n'est jamais à l'abri d'une news catastrophique, on n'est jamais à l'inverse à l'abri d'une news totalement bullish et le Bitcoin explose et ça se passe pas du tout comme c'est le plus probable qui se passe, c'est-à-dire une consolidation encore pendant quelques mois. En tout cas, le fait qu'on reste dans cette zone de prix, ça peut être intéressant pour continuer à créer un plancher solide. Donc c'est ce que je vous disais juste ici, hein, donc en parlant de consolidation. Les gens ici, en fait, qui sont toujours dans le rouge, hein, si jamais ça représente quand même beaucoup de gens, hein. En termes de dollars en tout cas, les prix actuels, on est à 70% des dollars investis qui sont en perte, à 71 000 dollars au moment où je fais cette vidéo. 70% des STH ont acheté au-dessus de 71 000 dollars. Sauf que point important à noter, c'est que dans pas longtemps, ces STH qui ont été, qui ont acheté au-dessus de 100 000, dans pas longtemps, ça va faire 6 mois en fait que le Bitcoin il a pas été à 100 000. Donc dans pas longtemps, tous ces STH deviendront des LTH. Voilà, c'est important, c'est intéressant de le noter que tous ces STH vont devenir des LTH. Maintenant voilà, moi je pense que ça n'empêchera pas le fait que si on a une capitulation par le temps, si on reste vraiment bloqué dans cette zone de prix longtemps, les gens qui vendront STH ou pas STH, ça sera les gens qui ont acheté au-dessus de 100 000 dollars ou les gens qui ont acheté du beer flag ici en fait de fin d'année, donc de novembre et décembre 2025. Mais voilà, ça va être intéressant de voir où est-ce que le prix peut descendre. Combien de temps en fait on va rester bloqué dans des zones d'incertitude où on sait pas trop ce qui se passe, où on est bloqué entre les 65 et 75. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que j'ai hâte de voir. Maintenant, pour parler un petit peu du comportement des traders, ça c'est super intéressant de voir qu'enfin, on a plus de shorts qu'il y a un mois. Il y a un mois, on était à 70% de long pour 30% de short. On est à un ratio d'un 35 maintenant, avec 57% de long, 42% de short. Et on voit qu'on a toujours plus de long que de short, parce que ça se reflète dans les liquidations. On a toujours plus de liquidations de long que de short. Ce qui est intéressant de voir, hein, que de manière générale, le marché va chercher les liquidités. Donc plus on a de longues, plus le marché va avoir tendance à être attiré vers le sud. Et à l'inverse, plus on a des shorts, plus le marché va avoir tendance à être attiré par le nord, parce que le marché adore les liquidités. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir d'un point de vue court terme. On a 2,12 milliards de shorts à aller chercher au-dessus de nous, au nord, pour 1,14 milliard de dollars de long à aller chercher au sud. Maintenant, quand on regarde en dézoomant un peu plus, en se mettant sur du 1 mois, on peut voir qu'il y a quand même plus de liquidations longues que short, hein. C'est 2 milliards de longues pour 2 milliards pardon, de short pour 2 milliards de longues au sud à aller chercher. On voit qu'il y a quand même plus d'argent à aller chercher au final ici. Cool parce qu'en fait on peut voir les stop loss, où est-ce que les gens les placent. Donc voilà, bah, on peut voir que la plupart des gens ils le placent sur le dernier top qu'on a eu ici à 75 000. Et voilà, donc d'un point de vue court terme, le prix, il y a plus d'argent à aller chercher au niveau des liquidations de short que de long. Mais d'un point de vue, j'ai envie de dire moyen terme, je pense que 60 000 dollars, honnêtement, je pense pas que c'est le bottom. En tout cas, de toute manière, que ce soit le cas ou pas, j'espère que vous n'êtes pas investi à 100% parce qu'on est quand même dans des zones où on sait pas trop où est-ce qu'on va en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même des liquidités de côté parce qu'on sait jamais. Bah voilà, ça c'est aussi un truc que je voulais vous montrer. C'est des graphiques que je vous montrerai un peu plus, c'est des graphiques un peu plus globaux, de prise de gain, prise de perte, des moyennes de gains latents, etc. Mais ici, c'est au niveau de la pression de vente par rapport à la taille globale du marché. Donc concrètement, en fait, quand les bitcoins
bougent beaucoup, avec beaucoup de gains, de valorisation, de plus-value en fait par rapport au prix où ils ont été achetés. Là, on est dans le rouge. Et à l'inverse, quand les ventes ne représentent pas beaucoup de gains, pas beaucoup de différence avec le prix d'achat, que ce soit des gains ou des pertes, bah là on est dans des zones mauves. Donc on voit que la plupart des zones rouges, évidemment, c'est quand on est sur des ATH et que les coins sont vendus avec des plus-values, ce qui n'est absolument pas le cas d'aujourd'hui où on est le 25 mars, le prix est à 71 000 $. Je vous mets le fameux tableau de bord dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser avec les deux graphiques que je vous ai parlé dans la dernière vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça motive à continuer et à rejoindre le Telegram qui est dans les descriptions. A bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Tavo. Salut, salut.